Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Aujourd'hui, on tend le micro à une femme qui, sans bruit mais avec une force inébranlable, change les règles du jeu. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir une femme dont l'engagement et la vision redéfinissent la santé intime des femmes, Juliette Moreau, fondatrice de MySlive, une application pionnière dédiée à la santé intime des femmes en entreprise. Du conseil à l'humanitaire, de l'ARS à la Direction Générale de la Santé, elle connaît les systèmes. Mais c'est en les confrontant à l'intime qu'elle trouve sa vraie mission, rendre la santé des femmes visible, accessible et non négociable. Mais Juliette, c'est aussi une histoire familiale, marquée par des valeurs de lutte et d'engagement, héritées de son grand-père militant et de ses parents respectivement entrepreneurs et médecins. Dans cet épisode, Juliette nous raconte son parcours, ses défis et ses combats pour améliorer la santé intime et le bien-être des femmes en entreprise. Rencontre avec une femme qui, sans slogan, fait œuvre de réparation. Bonjour Juliette. Bonjour Loubna. Alors comme je le disais justement en introduction, tu es née dans une famille profondément engagée, un papa entrepreneur, une mère médecin en Afrique du Sud pendant l'apartheid, un grand-père militant communiste. En quoi justement cette histoire familiale a façonné ton rapport à l'engagement et au devoir? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Non. C'est vrai que quand on est dans ce type de famille-là, en effet, c'est quelque chose qui est fort. En tout cas, c'est fort. Et puis c'est aussi parce que c'est des personnes que j'admirais énormément. Voilà, tu les as cités. Il y en a d'autres, mais c'est des gens qui étaient dans un engagement que je partageais pas toujours. Oui, avec ton grand-père avec mon communiste. grand-père, il y avait des joies, là, il y avait des choses que je partageais, d'autres moins. Mais voilà, enfin, genre à 6 ans, j'étais dans mes premières manifestations où je ne comprenais rien, mais où je suivais. J'ai mangé mes premières merguez, j'ai vendu du muguet avec mon grand-père. Voilà, donc c'est des choses qui déjà sont sympas parce que c'est des liens d'attachement que tu crées avec des gens qui ont un engagement. Tu l'associes à quelque chose de fort. Et puis d'entendre parler sa mère de soins, de vie qui partent, de la voir aussi triste, très affectée par ça, mais de voir que quand même elle y retourne et qu'elle essaye de faire quelque chose, de voir aussi le retour des gens. Même maintenant que ma maman est partie, c'est fort d'entendre les gens parler de ma mère, d'entendre les gens parler de mon père aussi, qui avait un engagement social fort. Voilà, c'est des choses qui te nourrissent et qui te donnent envie de faire pareil. Bah oui, je crois, un petit peu. Voilà. Avant justement de rentrer dans ton engagement, parlons un peu de la petite fille que t'étais. Donc plutôt bonne élève, t'aimais l'école, assez disciplinée, studieuse. Et finalement, tu t'es orientée vers une école de commerce. Qu'est-ce qui t'a guidée à ce moment-là? Parce que je suis fille de médecin. Oui, et alors, je pense que si les enfants de médecins m'écoutent, ils se reconnaîtront. On est nombreux à faire école de commerce parce que papa ou maman se dit que c'est quand même mieux que de faire médecine. Donc, pourquoi? Parce que c'est dur? Parce que... Je sais pas. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose du rapport au commerce qu'on n'a pas quand on fait médecine et où on se dit qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu, en tout cas du point de vue de ma mère, il y avait quelque chose d'un peu enfermant dans la médecine. D'accord. Alors que pour le coup, les journées se ressemblent pas. Les journées se ressemblent pas, mais je pense qu'il y a un côté, tu soignes un individu et tu reviens toujours. Puis en plus, quand tu te spécialises, finalement, tu fais la même chose. Alors, il y a évidemment des médecins entrepreneurs, et enfin, bon, voilà. Mais voilà, il y avait quelque chose, et je pense qu'elle avait envie que je puisse avoir quelque chose le plus ouvert possible. Donc tu t'orientes vers une école de commerce. J'ai fait une école de commerce, mais parce que ma maman elle m'a dit que c'était bien et j'ai dit ouais, ok. Allez, on y va. Donc après ton école de commerce, finalement tu commences ta carrière dans le conseil. Qu'est-ce que cette première expérience t'a apporté et qu'est-ce qui peut-être t'y a manqué? Alors le conseil. Moi, j'ai fait ma première expérience dans un grand cabinet, donc c'est ultra formatant. Moi,
moi, je considère que le conseil après une école de commerce, c'est comme prolonger ses études. Ouais. Parce que tu t'apprends, en fait, tout ce que t'as pas encore appris en école de commerce. Et après, tu l'appliques. Et tu l'appliques, et puis t'apprends l'humilité aussi, parce que, voilà, en général, t'es la plus jeune, en tout cas c'était mon cas, donc tous les trucs pas rigolos, bah c'est toi qui les fais. T'apprends à faire des tableaux Excel très très vite parce que t'as pas envie de passer des heures, voilà. Donc voilà, tu te formes à être encore plus efficace, encore plus rapide. Et puis moi en plus j'ai voulu aller vers le système d'information, ce qui était pas, en tout cas quand moi je suis sortie de l'école, c'était pas la voie que les gens choisissaient en premier. Et plutôt vers tout ce qui touchait justement au grand système d'information d'entreprise. Ce qui me passionnait aussi, c'était la conduite du changement. Ouais. C'est comment on accompagne des grandes transformations, comment ce changement-là, il implique des changements organisationnels. Enfin, bon, ça semble un peu bizarre de dire ça comme ça, mais moi, ça me passionnait pour le coup. Ça me passionne encore, hein, non, de ça comprendre. Ça a du sens, hein, en même voilà, temps. ça a du sens de se dire. Qu'est-ce qui fait... En fait, j'arrêtais pas de poser des questions. C'est ça le conseil, c'est que tu rencontres plein de gens à plein d'échelles différentes. Et moi, je posais toujours la question, mais du coup, pourquoi vous acceptez cette décision et pourquoi vous l'acceptez pas? Et ça vraiment, ça m'a beaucoup nourri, en fait, plus jeune, de me dire à chaque fois, mais qu'est-ce qui fait que les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas un changement? Et pourquoi ça les touche ou ça les touche pas? Pourquoi ça peut les bloquer? C'est ça. C'est quoi les barrières? Comment on arrive à être résilient? C'est ça. Et comment tu acceptes aussi un certain nombre de choses ou pas au travail. Oui. On y reviendra parce que c'est quelque chose qui continue, moi, de me faire réfléchir. Et voilà. Et le conseil, je l'ai fait d'abord dans une société de conseil. Après, j'ai monté ma boîte. Donc, tu es revenu à l'entrepreneuriat, oui, pas? voilà, Très comme mon vite. papa, voilà, qui considérait qu'une école de commerce, ça servait à rien parce que le management, ça s'apprend pas. Et alors, il a raison ou il a pas raison? Je sais pas, quand je vois mon fils, je me dis que oui, il a sûrement raison. Mais mon fils qui n'a pas fait d'école de commerce, mais qui clairement est un très très bon commercial et manager. Mais donc là, tu te mets à ton compte. Je me mets à mon compte et en fait, j'avais la chance, en fait, à l'époque, d'avoir une compétence qui était assez demandée, voilà, sur un ERP particulier. Enfin bon. Ok. Bon, bref. Ceux qui connaissent se reconnaîtront, voilà. Il se trouve que j'ai très bien travaillé très vite. Et puis après, j'ai commencé à justement accompagner des grandes transformations, à avoir des jobs sur des projets de plus en plus gros. Donc c'était passionnant, je peux le dire, hein, je gagnais pas mal d'argent, ce qui est quand même ce qu'on cherche, hein, quand même, quand on part sur tout seul à son compte. Et puis je me suis ennuyée, en fait, quoi. Ouais, voilà. Parce que tu décides de reprendre tes études. Donc tu retournes à l'école. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un moment ouais. où je me suis en fait, je trouvais que c'était satisfaisant d'un point de vue professionnel pur, mais je trouvais qu'il y avait une vraie limite à ce que j'apportais dans la société. Pour le coup, l'engagement et le sens du devoir. Le sens du devoir, voilà, de ma famille m'a un peu rattrapée. Et à cette époque, ma mère me parlait beaucoup de tous les changements organisationnels en France et politiques. C'était la création des ARS, c'était la loi Bachelot. Donc tu peux dire ce que c'est que les ARS? Oui, bien sûr, les agences régionales de santé. Donc là, c'est vraiment le moment où on a créé des agences dans chaque région qui avaient un certain nombre de pouvoirs qui à l'époque, était plutôt centralisé. Donc, il y avait une manière de repenser, en fait, les politiques la santé, de santé, mais au niveau sur régional. Un territoire. Tout à fait. Et de la penser aussi de manière globale, c'est-à-dire pas uniquement à travers le soin, mais aussi la prévention, la santé, la veille sanitaire, enfin, quelque chose de vraiment global, le médico-social. Voilà, donc c'était assez passionnant. C'était un moment assez révolutionnaire. Hein, enfin, on s'en rend pas compte, hein, c'est dans un tout petit monde, mais c'était assez révolutionnaire. Donc toi, tu reprends tes études pour pouvoir intégrer les ARS. Donc là, tu refais un master. Voilà, je fais un master spécialisé en santé publique à l'école Pasteur CNAM. Avec deux grands monsieur, en particulier, hein, il y avait le professeur Fontanet, que vous avez peut-être entendu à la radio pendant la crise du Covid, qui est un grand monsieur de l'épidémiologie à l'Institut Pasteur, et avec Jean de Carvaz-Doué, qui est un grand monsieur qui a mis en place un certain nombre de politiques de santé, dans le soin en particulier. Et c'est avec eux que je découvre, alors pour le coup, un nouveau monde. Et c'est grâce à eux aussi que je rentre à l'ARS Île-de-France. Alors justement, donc tu rentres à l'ARS. Tu restes combien d'années? 3 ans. 3 ans. Ensuite, tu passes à la direction générale de la santé. Ouais. Donc tu connais bien les rouages institutionnels. Qu'est-ce que tu retiens justement de ces 2 expériences?
Alors, pour moi, c'est la première fois que je travaillais pour l'État. Parce que, pour le coup, quand j'étais dans le conseil, je travaillais dans à peu près tout, sauf l'État et la santé, donc comme ça, et l'humanitaire. On y viendra après, on y parce viendra, qu'il y a l'expérience aussi dans dire que ça, l'humanitaire. j'avais pas fait. Donc, qu'est-ce que t'en retiens? Quand tu travailles pour l'État, tu te rends compte déjà que ce que ça veut dire être serviteur ou servante de l'État ou serviteuse de l'État. C'est-à-dire, c'est des gens extrêmement humbles qui travaillent énormément, qui ont une grande connaissance de plein de choses. Et pour le coup, faut accepter de travailler sur du temps très long. Ouais. Il faut avoir l'humilité d'accepter que ce qu'on fait à l'instant T, on verra probablement pas ce qui va se passer tout de suite, voire probablement pas pendant sa carrière, ça arrive. Hein. Et j'avoue, j'ai pas cette humilité-là. Ouais, c'est frustrant. Je comprends. T'avais envie que ça aille vite. Oui, non, après, voilà, moi, j'ai beaucoup appris. Là aussi, hein, moi, je considère que. Bah, t'as appris ce que c'était qu'une vraie politique publique de santé, j'ai prévention. fini ma formation, voilà, donc, je pense que je te l'avais dit quand on s'en était parlé un peu avant, je gardais mon esprit critique par rapport à un certain nombre de choses, mais j'osais pas trop la ramener parce que j'avais pas trop d'expérience. En tout cas, je considérais que j'en avais pas suffisamment. Et puis, deuxièmement, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de systèmes à comprendre. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment donné que les femmes, notamment sur la santé intime, étaient absentes de toutes ces discussions, toutes ces préventions ou politiques publiques de santé qui ont été mises en place? Est-ce que à ce moment-là, c'est déjà un sujet qui est en train de maturer chez toi? Oui. 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 En fait, je me rappelle du premier projet régional de santé sur lequel j'ai accompagné pour la RS Île-de-France, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Il y avait un axe santé des femmes, politique santé de la femme. Et tout de suite, on avait rajouté et de l'enfant, parce que sinon. Oui, c'est souvent. Oui, mais oui. Voilà, sinon c'est dommage. Elle serait toute seule. Ce serait bête. Et je sais que encore une fois, hein, c'est des gens très sachants et avec beaucoup de respect, hein, ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils avaient mis en place, c'était une politique qui tournait autour de principalement la maternité. Si on parle de l'enfant, forcément. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est répété à plusieurs fois, où chaque fois que le terme santé des femmes apparaissait, en gros, c'était, et je schématise, hein, mais c'était très largement réduit à faire ou pas des enfants. D'accord. Ou alors on était sur des pathologies très très spécifiques ou sur des IST très spécifiques, mais qui finalement reflétaient pas ce que moi je pouvais déjà vivre en tant que personne, voilà, en tant que femme, et puis voir et entendre par rapport à toutes les femmes qui pouvaient m'entourer. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir en me disant, mais finalement, est-ce que quand on n'adresse pas, alors un sujet bateau, mais la ménopause. Oui. Mais qui est pas qu'un sujet bateau, pardon. On est d'accord. Mais quand on n'adresse pas ce sujet-là, est-ce que finalement on n'est pas en train de rater tout un pan de la politique de santé des femmes? Donc ça, c'est un truc qui est resté dans ma tête. Et à la DGS, finalement, il y a eu des très belles politiques, par exemple, pour promouvoir l'avortement, l'IVG, pour accompagner les femmes sur certaines IST, mais ça s'arrêtait là. Encore une fois, ça s'arrêtait là et il y avait rien de complet. Et encore une fois, je me rappelle à l'époque, il commençait à évoquer l'endométriose et on n'en parlait jamais au ministère. Voilà, donc un sujet, voilà, pour le coup, ça a tourné. Donc ça commence à maturer. Avant justement de créer MySlive et d'aller vraiment sur le sujet de la santé intime des femmes, tu as une expérience dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières. Ouais. Est-ce que justement cette expérience, est-ce qu'elle a changé ta vision de la santé, du soin et peut-être même de toi-même? Oui, on rentre pas chez MSF. Ouais, par hasard, c'est ce que tu disais. Par hasard, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'en sort pas. Si on n'en sort pas changé, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas passé ou qu'on n'est pas rentré chez MSF. Alors, MSF, la raison pour partir chez MSF, je te disais, j'ai pas l'humilité d'attendre le temps long. Donc là, tu avais le sentiment d'allant chez eux que là, tu étais dans l'action. Voilà, en allant chez MSF, t'es dans l'action. Alors, moi, j'étais pas sur le terrain, hein. Mais tu sais que tout ce que fait MSF, l'action sociale, elle est immédiate. La valeur sociale, pardon, elle est immédiate. Et ça, c'est très satisfaisant dans son ensemble. Chez MSF, tu apprends beaucoup de choses sur toi-même. Moi, ce que j'ai appris chez MSF, c'est à parler.
à parler et à dire ce qui est important t'affirmer, pour moi, ouais. à m'affirmer. Alors, pas chez MSF. MSF, il y a beaucoup d'opinions très importantes et de gens qui ont plein de choses à dire parce qu'ils sont sur le terrain, parce que ça fait longtemps que je suis chez MSF, parce qu'ils sont contributeurs à MSF. Mais ils prennent cette parole-là. Et ça, c'est en même temps très compliqué quand on est manager ou qu'on dirige un programme, comme c'était mon cas chez MSF. Mais en même temps, c'est très enrichissant de voir que tu peux avoir dans tes équipes ou dans les dirigeants à qui tu t'adresses la moitié des gens qui n'ont pas la même opinion que l'autre morceau, qui le partagent et qui vont continuer de éventuellement faire ce que tu leur demandes, mais en continuant de te dire qu'ils sont pas du tout d'accord. C'est marrant. Oui. C'est assez original parce que souvent, il faut toujours faire un peu consensus. Ouais, et ben ça, chez MSF, c'est pas la volonté. Ouais, c'est intéressant. MSF, c'est plus de 40 pays qui sont représentés. Avec des différences culturelles énormes. Ouais. Des gens qui viennent de... Moi, dans mes équipes, j'avais 13 nationalités différentes. Ils étaient répartis sur 5 continents. Et sur l'ensemble de l'équipe, à la fin, on avait une quarantaine de personnes. Sur l'ensemble de l'équipe, il y en avait un morceau qui venait de MSF, les fonctions support, d'autres qui avaient fait du terrain, d'autres qui venaient pas du tout d'MSF, d'autres qui venaient du privé, d'autres qui venaient de l'associatif. Donc, tout le monde avait... C'est hyper transverse, en fait. C'est super intéressant. Et une raison pour être là, tu vois. Et d'être là avec cette... Et ils avaient tous une opinion sur ce qu'on était en train de faire, qui consistait à une grande transformation pour modifier la manière à laquelle on gérait et on accompagnait les expatriés sur le terrain. Donc, quelque chose qui était important pour MSF, mais qui n'était pas savoir si on intervenait au Soudan ou pas. Tu vois, enfin, il y avait pas. Mais tout le monde avait une opinion très très claire et tout le monde l'affirmait. Et comment on arrive à avancer alors? On trouve des solutions. Faut être imaginatif faut et être créatif. forte en conduite du changement. Ouais, c'est Donc ça, c'est un truc que je sais faire, mais un truc que je faisais pas et que j'ai commencé à faire chez MSF parce que j'en avais besoin, c'était à un moment de dire non mais attendez, vous n'êtes pas d'accord, mais moi ça c'est mon opinion. Et je vous explique pourquoi je la partage. Oui, donc tu es obligé d'argumenter. Tu es obligé d'avoir une parole. Ouais, tu es obligé d'avoir une parole forte et tu es obligé de l'avoir souvent. Et ça m'a vraiment donné le courage d'avoir ma parole à moi. Le jour où je me suis dit, bon, bah, maintenant, moi, j'aimerais bien faire un truc où c'est important pour moi, depuis longtemps. On sent que cette expérience, elle t'a marqué. Ouais, hein. beaucoup, ouais, ça se sent beaucoup. quand on parle. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Venons-en à Mice Life. Comment t'es venue l'idée, justement, de créer cette appli qui est dédiée à la santé intime des femmes? Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est un déclic? Qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller avec ton petit bâton de pèlerin sur un sujet, comme tu l'expliquais il y a 30 secondes, qui était, voilà, qu'on le voyait soit au niveau, voilà, soit sous l'angle MST, IST, ou soit sous l'angle maternité. Qu'est-ce qui fait que tu décides de t'embarquer dans cette aventure complètement dingue? Alors, en fait, alors parce que tu pars toute seule au départ. Ah hein. ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est dingue, cette aventure. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, je pense que... Oui, non, c'est vrai. En fait, oui, non, c'est vrai. T'as raison, je suis partie toute seule. Mais en même temps, on est tellement maintenant. C'est chouette. C'est oui, comme dans... Oui, c'est ça. Partie, me semble. C'est quoi, la il y a un première déclic, chose, c'est en fait le vrai déclic. Le vrai déclic, c'était un été, et au même moment, il y avait le même débat sur faut-il ou pas que les femmes aient le corps entièrement couvert pour aller à la plage, et faut-il ou pas que les femmes soient autorisées à avoir les seins nus sur la plage. Et je me suis dit, je sais pas, on devait être en 2018, quelque chose dans ce goût-là. Et je me suis dit, c'est quand même... Non, en 2017. Je me suis dit, c'est quand même dingue. C'est hyper réducteur comme choix, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon. Et en fait, quoi qu'il arrive, en plus, il se passait plein de trucs importants, hein, mais on en revenait encore à savoir comment les femmes s'habillaient, comment Ces injections avec le corps de la femme. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, c'est marrant parce que finalement, si tu veux vraiment faire quelque chose pour le combat des femmes, qui est pour le coup quelque chose qui est latent depuis longtemps, pour l'égalité pour les femmes, le droit des femmes, l'autonomie des femmes, ça passera toujours par le corps. Et au même moment, l'idée de se dire que finalement, quand on aborde la santé des femmes, la seule chose à laquelle on pense, c'est faire ou pas des enfants. Et il y a eu
plein d'écrits sur ça. Hein. Enfin, j'invite tout le monde à lire tout ce que peuvent avoir écrit toutes les grandes écrivaines féministes sur le corps des femmes et ce pouvoir qui est en même temps un peu le doom, le malheur des femmes, c'est-à-dire de pouvoir faire des enfants. Finalement, c'est extrêmement réducteur dans cette autonomie que les femmes peuvent avoir sur leur corps. Ça, c'est vraiment... C'est le déclic. Là, le déclic, le truc au fond. Ça, je vais faire quelque chose. Ouais. Et après, quand tu te dis qu'est-ce que tu peux faire, bah là, tu te rends compte, quand tu travailles dans la santé, que tout le monde vient te voir pour te poser des questions du type, tu connais un tel, une bonne gynéco, un machin. Un bon un bon spécialiste. Moi, j'ai ce problème-là. Tu crois que je devrais aller voir qui? J'ai ce problème. J'ose pas en parler à mon médecin et tout. Et souvent, ces questions-là, elles revenaient sur la santé des femmes. Et dont moi, je me rendais compte, c'est finalement, j'avais aucun endroit vers lequel je pouvais les orienter, ou leur dire, bah, là, c'est safe. C'est validé par l'État. Tu vas retrouver toutes tes questions. Soit c'était trop technique, soit c'était pas assez complet, en fait, dans ce que ça pouvait proposer. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le créer? Alors justement, tu parles de la santé intime qui reste encore un tabou, hein, même en 2025. Qu'est-ce que tu observes justement comme obstacle majeur dans la manière dont est perçue socialement, médicalement et culturellement justement la question de la santé intime? Alors, culturellement d'abord. Donc, tu l'as donné un peu l'exemple hein, avec ton histoire de l'injonction sur le corps. Mais et en même temps, c'est passionnant. Bon, moi j'aime bien ce que je fais, hein. Ah bon J'espère bien. Mais et ça, je le dis et je suis désolée pour celles pour qui ce sera une révélation, mais les femmes ont toutes les mêmes soucis en fait. Quoi. Oui, finalement, oui. Et ce qui est passionnant en fait avec la santé intime des femmes, c'est quand ça arrive à une femme, le premier réflexe, et ça dépend des cultures, mais le premier réflexe, c'est de considérer qu'on est seul avec ce problème-là et qu'on ne peut en parler à personne. Oui, parce que c'est tabou, on parle pas de règles, on parle pas de... Oui. Voilà. Donc c'est l'intime, donc et ça, c'est un des premiers effets sur lequel nous, à My Yes Life, on a envie de jouer. C'est-à-dire le fait de dire... Alors, selon ta culture, tu vas plus ou moins en parler, mais reste pas seul avec ça. Parce que même celle à qui tu pourrais en parler, ou celui à qui tu pourrais en parler, ou ceux à qui tu pourrais en parler, potentiellement, ils ont peut-être pas la réponse, ou ils ont peut-être pas la bonne réponse. Ils ont une réponse qui, pour le coup, culturellement, peut ne pas être la bonne réponse. Ou de leur propre expérience, qui n'est pas la même que la tienne. Exactement. Donc, l'idée, c'est justement de donner ce mélange-là. Et la deuxième chose avec la santé intime des femmes, et ça, c'est variable en fonction des pays, et en France, c'est très marqué. C'est un domaine dans lequel il y a une espèce de mini-lutte de territoire entre le monde médical et les femmes elles-mêmes pour avoir en fait la possibilité de le gérer. Oui, parce qu'elles peuvent en tout cas prendre aussi leur santé intime en main, tout à fait. Et ça, c'est très marquant. Alors, pour le coup, c'est si on regarde un petit peu tous les combats féministes en France, hein, mais l'enjeu du mouvement du MLF, c'était vraiment c'est les femmes entre elles qui reprenaient le pouvoir sur leur corps. Il y a un très gros livre hein, qui existe sur mon corps, la santé des femmes par les femmes et mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix, tout ce genre de choses et où les femmes apprenaient à leur corps entre elles se donnaient des trucs, etc. Jusqu'à ce que en fait c'est l'autorisation de l'IVG qui a permis aux médecins aux soignants en tout cas de revenir dans la course au sens où l'État a dit OK, on autorise les IVG, mais il faut que ce soit les soignants qui le fassent. Et donc, on reprend, entre guillemets, ce pouvoir-là. Ça veut pas dire que... Oui, parce qu'en même temps, mieux vaut que ce soit un soignant. Exactement. Et il vaut mieux qu'il y ait une qualité, IVG, etc. Tout à fait. Mais il y a aussi cette logique de... C'est comme si on s'était réapproprié par le médical le corps des femmes. Exactement. Et du coup, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont tendance à dire « Ah, moi, je sais pas, je demande à mon gynéco. » Oui, c'est vrai, on est toutes pareilles, tout à fait. Moi, il se passe ça, je demanderai à mon gynéco. Pourtant, il y a plein de choses qu'on peut savoir par soi-même. Et ça veut pas dire qu'il faut pas demander au gynéco ou à la sage-femme
mais ça veut dire qu'on ira avec une connaissance éclairée de son corps. Donc c'est justement tout le sens de cette C'est exactement application. le sens de MySLife. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'elle permet, cette application aujourd'hui? À qui elle s'adresse et avec quel modèle? Alors, elle s'adresse à toutes les femmes passées les 18 ans, pour plein de raisons. La première étant que on voulait que toutes les questions de puberté, elles soient plus traitées de manière plus isolée, alors qu'on voulait que l'application, elle puisse toucher tous les sujets, parce que ma maman, elle avait tendance à dire on peut être cul de jatte et bouché. Le sous-entendu étant, on peut totalement être souffrir d'endométriose ou souffrir d'un fibrome utérin et se poser des questions sur une cystite et avoir une question sur sa vie sexuelle. Donc l'objet de l'application, c'est de pouvoir aborder tous les sujets, et c'est pour ça que c'est autorisé qu'à partir de 18 ans. Alors peut-être rappeler, c'est quoi la santé intime? C'est-à-dire, en fait, ça nous touche tout au long de notre vie, et parfois on a tendance à oublier que c'est quelque chose qui commence dès la puberté jusqu'à la fin de notre vie, en fait. C'est un état de santé. Donc à partir du moment où tu es pubère, t'as tes règles tous les mois, enfin potentiellement en tout cas, et au moment où tu commences à avoir tes règles, tu commences à avoir une santé intime, quoi qu'il arrive. Moi, t'en as même une plus jeune. Cette santé intime, elle va être des états de santé, donc ça peut être un questionnement sur la fertilité, ça peut être tout ce qui tourne autour de la maternité, si tu choisis d'avoir des enfants, ou si tu en as en tout cas, le postpartum, la ménopause, la préménopause, la postménopause. Donc ça, c'est déjà tout un état de santé dans ta vie, où tu vas avoir ton corps qui va changer, tes hormones qui vont changer, et du coup, tu dois prendre soin de ta santé intime différemment. Ça peut être aussi des pathologies qui sont spécifiques à ta santé intime, qui sont spécifiques aux femmes. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'endométriose, mais il n'y a pas que l'endométriose. Non, et encore, on en parle depuis peu. Depuis peu, mais et c'est bien. Mais l'endométriose, c'est un peu le phare avancé c'est ça. de toutes les autres. Mais il y a aussi tout ce qui peut toucher au fibrome utérin, il y a tout ce qui peut toucher au syndrome des ovaires polykystiques. Nous, à MySLife, on a tendance à dire qu'il y a une femme sur 3 qui va souffrir d'une maladie chronique gynéco. C'est beaucoup, une femme sur 3. Et on pense qu'on est probablement en dessous. Et on exclut tout ce qui peut être cancer gynéco. Donc les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein, et le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires, voilà. Même en excluant ça, il y a quand même une femme sur 3, et après, il faut rajouter tous les cancers gynéco. Et puis après, dans la santé intime, nous, on met aussi tout ce qui touche à la santé reproductive et la santé sexuelle. Et par santé sexuelle, on touche à la santé, la sexualité qui va bien, et la sexualité qui va plus mal, voilà. Et alors, l'appli, comment on l'utilise? Alors l'appli, elle va proposer des réponses aux femmes, soit par du contenu, qui est toujours écrit par des journalistes de santé, mais validé par des médecins. Elle va proposer aux femmes d'échanger entre elles. Ça, c'est important pour nous. Oui, c'est ce que tu disais, le fait que parfois la réponse, elle est en nous, par rapport aux expériences. En tout cas, elle peut venir aussi de partage d'expériences, donc de pouvoir échanger avec d'autres femmes en toute sécurité, et puis de pouvoir aussi échanger avec une sage-femme. Ouais, ça, c'est important. Et ça aussi parce que à un moment, on avait un slogan qui disait tout le monde n'a pas la chance d'avoir une copine gynéco. Non, ça c'est sûr. Et voilà, moi j'en ai plein maintenant. C'est ça qui est l'avantage de travailler MySLife, mais voilà, je peux pas donner le numéro à tout le monde. En revanche, elles peuvent aller dans MySLife, et j'ai plein de copines gynéco et sages-femmes, et en particulier sages-femmes, et dans MySLife, les sages-femmes, elles vont répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser en fait. Voilà. Alors au départ, tu te heurtes vite aux limites d'un modèle payant, parce qu'en France, la santé est gratuite. C'est vrai. Parce qu'au départ, c'était presque, en tout cas. Oui, c'est un de nos, voilà, c'est un des avantages en France. On a on a un système de santé qui est quand même reconnu au niveau mondial. Quand t'es malade, ou en tout cas quand t'es pris à 100%. Et tu rencontres donc Julie Perrier, si je dis pas de. Ouais, tout à fait, de Finbull Assurance. Ouais, et qui elle t'a fait changer de voie, d'orientation. En tout cas, ça s'est passé d'une appli payante. Alors, explique. Alors, en fait, au début, MySLife, on est parti avec un modèle qui était, un modèle B2C, en gros, voilà, tu vois. Tu payes ton abonnement, etc. C'était pas obligatoirement le modèle qui me satisfaisait le plus, parce que j'avais envie d'un modèle pour le plus grand nombre. Je peux quand même avoir les moyens. Mais bon. Et puis ça crée une fracture entre celles qui peuvent se l'offrir et celles qui peuvent pas. On parle quand même de précarité menstruelle, des femmes qui ont pas aujourd'hui, qui ont du mal à acheter leurs serviettes, leur protection. Et donc l'idée, c'est de pouvoir l'offrir à toutes, en fait. Bien sûr. Donc voilà, j'en étais là de mes réflexions. On se lance dans un modèle B2C qui marche pas des masses, voilà. Et
Et puis d'un coup, Julie Perrier que j'avais rencontrée chez Willa à l'occasion. Willa, c'est un lieu d'incubation pour des startups et qui réunit des femmes entrepreneurs en particulier, et puis après des start-upers de la diversité, et qui avait monté une startup en assurance, Green Santé, me dit, mais Juliette, bah oui, ton truc là, il y a vraiment quelque chose à faire en entreprise. Et on commence à parler. Et alors, j'avoue, et tu vois, et pourtant maintenant, tu m'as déjà vu en plus en parler, j'ai aucune difficulté à parler de l'intime et de la santé intime en entreprise maintenant, mais sur le coup, je dis, mais non. Mais parce qu'elle a dit une chose juste. Elle a dit que les femmes, elles étaient où? Mais c'est ça ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est le juste, si tu vas aller chercher les femmes, elles travaillent, en bah fait. Oui. Quoi. Et c'est vrai, hein. Elle a raison. 48% de la population active, c'est des femmes. C'est des femmes, tout à fait. Donc elle m'a dit, fais un truc pour le travail. Et là, ça a commencé à maturer. On en a parlé avec mon associé. Et ben du coup, on a commencé à proposer une offre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme besoin. Et que là, il y avait une vraie chose à faire en entreprise. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on a fait en 2023. À la même période où on commençait à construire notre modèle, le rapport du Sénat est sorti sur la santé des femmes au travail avec un long chapitre sur la santé intime au travail. Et depuis, ça va crescendo, en fait. Alors, justement, tu crées une solution pour la santé intime des femmes. Comment t'as vécu le fait de t'en lancer dans un secteur aussi intime et politique à la fois? Est-ce que t'es vraiment et en entreprise? Est-ce que t'as arrivé à embarquer les entreprises? Alors, je sais que certaines, sans vouloir cacher de secrets, sont parties avec toi dans cette aventure. Hein. Je parle pour nous. Hein. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, nos collègues, de pouvoir bénéficier de cette appli mise à disposition gratuitement par l'entreprise. Comment, voilà, tu te projettes dans ce. Alors, ce politique et intime. Ouais, parce que c'est les deux, c'est intéressant parce que c'est rare. Parce que souvent, on dit que ce qui est politique n'est pas forcément intime. C'est quelque chose de public. C'est vrai. Après, moi, je considère que c'est vrai que c'est politique, hein, mais je le rationalise beaucoup. Oui, on sent. Je le rationalise beaucoup. Et d'ailleurs, enfin, le politique peut être rationnel. Heureusement. Heureusement, oui, sinon, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, et heureusement d'ailleurs, il existe un certain nombre de statistiques aujourd'hui qui montrent l'impact en fait de la santé intime des femmes au travail. Alors, tu peux nous donner peut-être quelques chiffres? Bien sûr. Aujourd'hui, on sait que une femme sur 3 qui rentre en PMA, elle va préférer, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle va choisir de démissionner plutôt que de coupler jongler, en fait PMA et activité professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, 65% des femmes qui ont de l'endométriose, elles disent que ça a eu un impact en termes de choix professionnels, que ce soit de l'absentéisme, du présentéisme ou même du temps partiel. On sait aussi que il y a des choix. Alors c'est un peu moins documenté en France, mais il y a une statistique au Canada qui dit qu'une femme sur 10, quand elle rentre en ménopause, préfère démissionner que de continuer le job sur lequel elle est, parce qu'en fait il y a un espèce de bouleversement qu'elle n'arrive pas à gérer par rapport à sa carrière. C'est ça qui est intéressant, c'est que on pense que c'est un sujet intime, alors qu'en réalité c'est un sujet totalement politique et social qui concerne les femmes dans leur activité professionnelle, qui concerne les employeurs aussi, comment justement on arrive à aménager ou à permettre à ces femmes de pouvoir articuler leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. On est en plein... Tu vois, c'est ça qui est passionnant, c'est ce que, quand je disais tout à l'heure, quand on est une femme qui a un problème de santé intime, on s'imagine être seule, alors qu'en fait, on a le même corps que les autres. Oui. Et donc, du coup, statistiquement, il y en a pas mal qui sont en train de vivre la même chose que nous au même moment. Et ce qui est intéressant, c'est comme la femme, elle fait partie d'un système qui travaille, du coup, ça a aussi un impact sur le reste du système, sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, les employeurs l'entendent? De plus en plus. Ouais, ça c'est, ouais. Et ça, c'est très excitant, en fait. Hein. Non, mais, parce que tu t'arrives avec donc un truc que tu fais ta petite révolution, doucement, mais sûrement, alors, en fait. Je suis un électron dans ce qui est en train de se passer, bien sûr. Tu fais bien de rappeler qu'il y a un travail collectif. Il y a un travail collectif, mais c'est... Quand moi, j'ai commencé My Yes Life en 2019, tout le monde me disait, ça fera une super association. Je suis là, ok, mais c'est pas une association. Non, moi, je suis une entrepreneuse. C'est une entrepreneuse, en fait. Ça va être une boîte. Quand je suis partie dans le C'est marrant quand tu dis ça. Je m'avais jamais raconté. On pensait que ça devait être une assoce. Et en fait, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais, ça fera une assoce super. Je disais, non, mais en fait, c'est pas une assoce. Le sujet de la santé intime, ça doit être forcément associatif. C'est marrant, oui, c'est dingue. Et en fait, ce que je trouve passionnant en le liant au travail,
c'est qu'à partir du moment où tu montres qu'il y a de l'économique derrière, là, t'as plus de la question de l'association, en fait. Enfin, c'est quelque chose d'économique et en plus, je trouve que ça redonne un pouvoir aux femmes. Parce que le politique, ça va, ça vient. Oui. On le voit en ce moment. Oui, c'est vrai. L'économique, un peu moins. Et cette économie que les femmes ont acquise, avec les années qui passent, on a quand même certains combats qu'on a gagnés, cette économie qui peut avoir un impact et tu peux avoir un choix sur ça. Et alors en plus, tu t'es organisé au niveau France en faisant partie des cofondateurs de la Femtech. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la Femtech? Et donc il y a la structure, il y a donc l'application, mais il y a en fait vous n'êtes pas seul, il y a plein d'entreprises. Il y a plein d'autres structures, exactement. Qui travaillent sur la santé des femmes la santé des femmes, alors sur l'innovation en santé des femmes. Pardon. Non, mais c'est important. Tu as raison. Et la Femtech, c'est une industrie de l'innovation au même titre que la FinTech. Ou la French Tech. Ou la F-Tech, voilà. Mais alors, c'est vrai que la French Tech, c'est un global, mais la Femtech, ça va vraiment représenter une industrie. Et c'est tout ce qui touche à l'innovation en santé des femmes. Alors, c'est quelque chose qui a... Donc, c'est intéressant de voir que vous êtes organisé. Oui. Donc, il y a les applis, il y a l'entrepreneuriat. Et là, vous décidez de vous organiser. Voilà, mais il n'y a pas que des applis. Il y a des structures qui vont, par exemple, travailler sur des dispositifs médicaux qui sont dans le corps des femmes. Oui, c'est vrai. Il y a des dispositifs qui travaillent sur plein de pathologies qui sont pas uniquement de la santé intime, hein. Donc on est aussi sur des pathologies où les femmes elles sont surreprésentées, comme le cardiovasculaire par exemple, les maladies neurodégénératives, enfin plein de domaines. Et on a des médicaments, on a des dispositifs médicaux et toutes ces structures là. Oui, l'idée c'était qu'elles se rassemblent, qu'elles se fédèrent. Qu'elles se fassent entendre aussi. Oui, surtout. Et qu'elles arrivent peut-être aussi à lever des fonds. Qu'elles arrivent à lever des fonds, qu'elles arrivent aussi à faire prendre conscience qu'on est une économie qui n'est pas associative, qui est très riche. Aujourd'hui, c'est un marché, la Femtech, qui représente 135 milliards de dollars énorme. Pour 2030. C'est un marché qui a toujours dépassé ses prévisions chaque année. C'est un marché sur lequel on commence à avoir d'énormes investissements. Il y a une première licorne européenne qui est apparue. Donc voilà, on commence à avoir des structures qui sont solides, qui sont investies, qui représentent un très beau marché. Et en créant Femtech France, l'idée c'était de faire entendre ça et aussi de donner à voir une industrie puissante. Et puis mais je pense que ça se sera entendu de tout ce que j'ai raconté. Moi, je considère qu'on fait rien seul, en fait. Oui, ça, on a compris. Le collectif, c'est important. Et que c'est toujours mieux d'être à plusieurs. Tu dis souvent que la santé des femmes, elle doit être visible, accessible et non négociable. Qu'est-ce que cela implique concrètement aujourd'hui pour toi? Alors, pour moi, ça veut dire que c'est un sujet qui doit être pris en compte partout. Alors, on l'a dit au travail, qui doit être pris en compte aussi en termes de recherche. Oui, parce que on voit bien sur l'endométriose, par exemple, la recherche, c'est en France, en tout cas, c'est catastrophique en termes aujourd'hui, on n'est pas encore moyens. On n'est pas encore capable. Alors pour l'endométriose, par exemple, aujourd'hui, on peut soulager l'endométriose, mais on n'est pas capable encore de soigner et de guérir. Aujourd'hui, je vais peut-être pas parler d'un exemple un peu plus triste, mais qui est aussi un cœur de pourquoi on fait My Yes Life. Il y a 1000 femmes par an qui meurent du cancer de col de l'utérus en France aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'elles sont pas allées faire leur frottis. Ah, punaise, ouais. Et qu'elles n'ont pas été détectées à temps, elles n'ont pas pu être soignées. Et ça, c'est de la santé intime. Il faut que ce soit visible si on veut que les femmes, elles vivent. Bien sûr. Voilà. Et non négociable. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut qu'elles vivent. C'est le bon exemple. Pour terminer, justement, quelles sont pour toi les prochaines étapes pour My Yes Life? Comment tu vois l'application, qui n'est pas qu'une application, il y a aussi des masterclass. Oui. Où justement tu abordes toutes ces thématiques qu'on vient de voir tout au long de cette émission. Donc comment tu vois justement son évolution dans les années à venir, et est-ce qu'il y a un défi que tu souhaiterais relever? Ouais. Ah oui, moi j'en disais qu'un, mais parce que j'imagine qu'il y en a plein. Avec My Yes Life, on s'est donné, parce que c'est pas moi toute seule, heureusement, parce que sinon là pour le coup, maintenant je peux plus y aller toute seule. Nous, on aimerait bien que My Yes Life, ça devienne l'application de référence en santé intime. Ça veut pas dire qu'on va
tout couvrir tout partout. Par contre, on voudrait que ce soit l'application dans la poche de toutes les femmes qui te permettent d'accéder à d'autres applications. D'accord. Dans des verticales qui comptent pour toi. Encore le collectif, quoi. Oui. On y revient à chaque fois. Donc là, c'est vraiment... Voilà. Et donc, on est en pleine levée de fonds pour ça. Génial. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse rester... qu'on puisse devenir le compagnon, la compagne. Je viens de dire que My Yes Life, c'est une fille. C'est la compagne de référence en santé intime, et que derrière, si tu as besoin d'une application qui va t'orienter vers le SOPK, par exemple, bah, tu puisses justement, via My Yes Life, être accompagné vers cette application-là. On a hâte de voir ces nouvelles applications dans l'application, si je disais ça. Exactement. Et en tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec nous, et puis bravo et une belle continuation à My Yes Life. Merci beaucoup à toi.